Le Centre permanent d'initiative pour l'environnement Touraine-Val-de-Loire, basé à Seuilly, propose des stages naturalistes à la découverte de la Touraine. Sur 3 jours, à pied ou en bateau, à travers forêts, Val et Loire, les stagiaires vivent au rythme de la nature et s'approprient ainsi leur patrimoine. Avec ses 6000 hectares, la forêt domaniale de Chinon est le royaume des grands cervidés, mais aussi des oiseaux. C'est le plus gros pic qui est vraiment tout noir. Et c'est un animal qui avait une tendance à... Je dirais pas qu'il est en voie de régression, pas en voie de disparition, et qui va de mieux en mieux actuellement. Certainement à cause du développement des forêts et le fait qu'on ait laissé des arbres morts en forêt. Tu entends ? C'est vraiment un animal sympa parce que non seulement il est joli, mais le chant, quand on l'a entendu une fois, on s'en rappelle tout. À l'écart des grands sentiers de randonnée, cerfs, biches et chevreuils laissent de nombreuses traces à qui sait lire la forêt. Avec un guide naturaliste, la piste est facile à suivre. Si tu regardes, toutes les ronces là ont été bouffées, mais il y en a vraiment partout. C'est pas coupé nettement comme avec un couteau, parce que le chevreuil, il n'a pas d'incisive sur la mâchoire supérieure, il en a que sur la mâchoire inférieure. Donc il prend, clac, il a un bourrelet au-dessus, et du coup il n'arrive pas à cisailler et il tire. Et en tirant, il laisse ça. Pas besoin de grandes expéditions pour découvrir des richesses naturelles insoupçonnées de la Touraine. À 2 pas de la vie moderne, un monde sauvage existe encore. On est donc sur un fond de vallon humide, comme il y en a quelques-uns dans la forêt de Chinon. Ce qui est un petit peu étonnant par rapport à ce fond de vallon, c'est qu'effectivement la route est juste derrière nous, on entend très très bien. Il y a des milliers de voitures qui passent, on n'imagine pas que c'est un espace qui est quand même, on va dire, sauvage, voire très sauvage. En tout cas, qui semble comme ça difficile d'accès. Pourtant le chemin est juste au-dessus de nous, c'est-à-dire à quelques mètres. Si de tout temps l'homme est intervenu dans la gestion de la forêt de Chinon, difficile pour le promeneur du dimanche d'imaginer qu'il y a 2000 ans régnait ici une intense activité. Ici nous sommes sur le campement de Turpenay et il y a exactement 100 à 200 trous. Donc ces trous, en fait, pourquoi ils sont là? C'est parce que la présence est ancienne, elle date de l'époque gauloise et il y avait donc un campement de miniers gaulois. 3, 4. Donc on voit bien toute la circonférence. Donc un diamètre d'à peu près 3 à 4 mètres. L'extraction du minerai de fer nécessite des forges. Et pour alimenter les forges, donc, les Gaulois avaient besoin d'utiliser énormément de bois. Donc c'est pour ça que le campement se trouve en plein milieu des bois afin d'alimenter les forges. Bien après nos ancêtres les Gaulois, ce sont les religieux qui ont pratiqué la déforestation. L'arrivée dans une clairière avec sa somptueuse abbaye, l'abbaye de Turpenay, rappelle l'interaction entre l'homme et son environnement forestier. La première partie, ça devait certainement être la partie d'habitation, le travail et puis tout ce qui est la partie du culte. Et puis on a peut-être sur notre droite ici donc l'ancienne abbatiale avec l'esplanade ici et puis les contreforts. Et les trous représentant certainement tous les vitraux. À travers ces stages naturalistes, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement de Seuilly démontre que patrimoine naturel et patrimoine humain sont indissociables. Le Val-de-Loire, c'est d'abord et avant tout une géographie particulière, modelée depuis des millions d'années par le plus grand fleuve d'Europe, mais modelée aussi par la main de l'homme. La descente vers le Val va déjà être particulière parce qu'on va descendre sur des coteaux qui sont calcaires. La particularité, c'est comme il est calcaire, on va y creuser effectivement des trous dans lesquels on va avoir de l'habitat troglo et puis on va extraire la pierre avec laquelle on va construire le bâti qui fait effectivement cette couleur blanche et la luminosité du Val-de-Loire. Mais c'est pas simplement ça, c'est aussi la continuité avec la plaine qui, elle, effectivement, est une plaine aujourd'hui céréalière, cultivée par l'homme parce qu'elle est protégée des eaux, et puis ensuite, juste à côté, l'espace beaucoup plus sauvage qu'est la Loire, parce que même si elle est endiguée, elle reste quand même très peu maîtrisable. Avec sa balade Val-de-Loire, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement basé à Seuilly nous fait découvrir un paysage qui a forgé l'identité d'une région. La descente dans la vallée offre rapidement un premier exercice pratique de géologie. Donc ça, c'est un affleurement calcaire qui a forcément été creusé par la main de l'homme, très probablement d'ailleurs pour creuser la via
pour stabiliser la via sur laquelle on est. Et on peut largement imaginer que juste en dessous de nous, une partie du village de Rigny-Hussé, si ce n'est pas l'intégralité d'ailleurs, a trouvé la pierre avec laquelle il a été construit à partir des caves troglots qui ont été creusées dans le calcaire qui est en dessous de nous. Des grottes naturelles creusées dans ce calcaire offriront dès la préhistoire un refuge aux premiers occupants de la Touraine. Ouais, donc vous voyez, comme je vous le disais, c'est vraiment des coteaux qui sont truffés de trous. Ce calcaire sera aussi à l'origine de l'habitat troglodytique, puis cette pierre de tuffeau permettra la construction des célèbres châteaux de la Loire. Riche en limon, la plaine du Val-de-Loire offre, à l'abri des digues, un paysage marqué par l'agriculture. De l'autre côté de la levée, là où la Loire peut encore divaguer à son gré, le qualificatif fleuve sauvage prend tout son sens. Régulièrement inondée, la forêt alluviale de Bois Chétif ressemble à la forêt amazonienne, un paradis pour les apprentis botanistes. Et juste avant d'arriver sur la Loire, on va traverser une boire. Un milieu spécifique où de tout temps l'homme a trouvé de quoi subvenir à ses besoins. Là, on a un frêne typique des milieux humides du bord de Loire. Et les feuilles étaient utilisées comme fourrage pour les animaux. On se servait du bois qui est souple mais résistant pour faire des manches d'outils, parce qu'il absorbe la sueur aussi, donc c'était intéressant. On faisait des arcs. On faisait pas des boissons aussi avec? Ah oui, oui, tu as raison, une boisson qu'on appelle la frénette. Après quelques heures dans cette végétation dense et luxuriante, vous avez vraiment l'impression de revenir d'une expédition sous les tropiques. Pourtant, on est tout juste à 20 km de Tours. Est-ce que vous arrivez, prenez la longue vue, prenez la longue vue pour voir la sternonène, pour voir vraiment le bec jaune. Et ce qui est vraiment super, c'est cette petite tache blanche là. Là. Excellent. Et si tu vas sur la gauche, tu vas voir la pierre Garin. Ouais. Le dernier fleuve sauvage d'Europe est le paradis des oiseaux et aussi le paradis de ceux qui aiment les observer. Hérons cendrés, sternes, chevaliers et rapaces pêcheurs trouvent dans la Loire un milieu propice à leur développement. Une richesse ornithologique que découvrent les stagiaires du Centre permanent d'initiative pour l'environnement Touraine-Val-de-Loire grâce à un bateau traditionnel, une toux cabanée transformée en observatoire au fil de l'eau. Le bateau permet de s'approcher, d'être vraiment bien plus près que des animaux. J'ai l'impression, ça c'est ma vue, j'ai l'impression que les oiseaux assimilent pas le bateau comme aliment humain, mais comme aliment, je dirais, plutôt naturel, qui est sur l'eau. Donc ce qui permet de nous voir, comme le chevalier Guignette tout à l'heure, permet de nous approcher de lui à 5 mètres. À pied, le Guignette, vous n'allez pas le voir à moins de 20 ou 30 mètres. Et puis elle droite, quoi, à leur place. Là, c'est un phénomène de retomber. Ça retombait sur les côtés un peu. La descente du fleuve en bateau, c'est d'abord cette possibilité d'approcher la faune sauvage de près, mais c'est aussi une meilleure perception de l'interaction entre l'homme et son fleuve. Les ports gardent les traces des anciens caprices de la Loire. Ça veut dire que par rapport au niveau de l'eau, c'est à peu près 6-7 mètres au-dessus, quoi, par rapport au niveau actuel. Donc c'est... Donc là, ça recouvre tout le village. Voilà, le village est inondé entièrement. Et ça, c'était des crues centenales? Ouais, ça c'est 1856, les crues centenales, oui. Entre les digues, le milieu ligérien offre un paysage unique, en perpétuel mouvement, fait d'eau, d'îles, de boires et de grèves. Un écosystème en perpétuelle évolution. Pour les travaux pratiques, il suffit de débarquer. Selon la puissance des crues, ces espèces de débuts d'îles qu'on appelle des grèves, ces bancs de sable vont pouvoir résister aux crues qui vont avoir lieu au printemps et à l'automne, ou vont pas pouvoir résister. C'est pas compliqué. S'ils ne résistent pas, la grève est balayée, elle disparaît, donc elle est totalement éphémère, ou alors elle peut résister, et dans ces cas-là, elle aura une végétalisation un petit peu supérieure la fois d'après, elle sera encore plus résistante pour éventuellement devenir une île. Et là aussi, ça sera au fil du temps. Ce qui peut tout modifier, c'est le fait qu'à un moment donné, une crue soit plus puissante qu'une autre. Au point que, et c'est ça qui fait la Loire sauvage, c'est que même une île comme celle-ci,
qui semble totalement végétalisé et déjà à un niveau terrestre parce qu'il y a des gros arbres dessus, on peut trouver des arbres, des chênes centenaires. La particularité de la Loire, elle est là. C'est que la Loire, elle est capable de balayer une île qui est déjà installée avec des arbres centenaires. Fleuve d'eau l'hiver, fleuve de sable l'été, la Loire ne cesse de nous surprendre.